Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du samedi 1er août 2026. Dans les actualités de ce soir, un astrologue de Touliard est soupçonné d'avoir violé une adolescente de 16 ans. Il a été arrêté par la police nationale à la suite d'une plainte déposée auprès du centre Vonde le 30 juillet dernier. Selon les informations communiquées par la police nationale, la jeune fille s'était rendue chez cet homme présenté comme astrologue en compagnie de sa tante le mardi 28 juillet. L'homme lui aurait ensuite demandé de revenir seul le lendemain mercredi. Sa tante est restée à l'extérieur pendant la période au cours de laquelle le viol présumé se serait produit. Après les faits, le suspect aurait intimé à la jeune fille de ne révéler ce qui s'est passé à personne. À l'issue de son interrogatoire, le suspect sera présenté au parquet. Partant à présent à Antsirabe, une opération a été menée hier en fin d'après-midi dans cette ville par la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées sous la conduite du préfet en charge de la région Vakna-Karach. Cette descente a été organisée afin de faire face à la recrudescence des actes d'insécurité observés ces derniers temps dans la région. Des éléments des forces de l'ordre ont été déployés dans tous les secteurs considérés comme sensibles, en plus des patrouilles effectuées dans plusieurs quartiers. Reportage de Jamsor Ranjan Arman, Viva Antsirabe. Face à la recrudescence de l'insécurité dans la région du Vakna-Karach, notamment dans la ville d'Antsirabe, la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées ont mené hier en fin d'après-midi une vaste opération. Celle-ci a été dirigée par le préfet d'Antsirabe, également responsable de la région Vakna-Karach et président de l'OMC, organe mixte de conception, en présence du chef de région du Vakna-Karach. Les forces de sécurité ont été déployées dans tous les points jugés sensibles afin de prévenir d'éventuels actes de criminalité tout en menant des patrouilles dans plusieurs quartiers. Selon les informations recueillies, ce type d'opération se poursuivra dans les prochains jours. Mais malgré l'insécurité, nombreux sont ceux qui choisissent la ville d'Antsirabe pendant cette période de vacances en raison de ses nombreux sites touristiques. Outre la visite du lac chargé d'histoire comme Anjakib ou encore Chichiv, ainsi que de nombreux autres lieux, les vacanciers apprécient particulièrement de prendre des photos souvenirs devant le panneau indiquant la ville d'Antsirabe. Rejoins un reportage de Jamsor Ranjan Arman. Antsirabe figure parmi les villes particulièrement prisées pendant les périodes de vacances comme celle-ci. Outre les visites familiales et les cérémonies de retournement des morts le long de la route nationale numéro 7, beaucoup choisissent Antsirabe pour leurs vacances en raison de sa renommée et de ses nombreux sites touristiques historiques et attrayants tels que les lacs Anjakib et Chichiv, entre autres. Les visiteurs prennent également des photos souvenirs devant ce panneau indiquant la ville. Le trajet d'Antananarivo à Antsirabe dure environ 5 heures, sans compter les arrêts occasionnés par les travaux routiers. Dans les actualités de ce jour également, les conclusions issues de la concertation nationale de la jeunesse ont été présentées aujourd'hui à Ivato. Sur le plan politique, les jeunes ont notamment formulé des propositions concernant la forme de l'État ainsi que la dissolution de certaines institutions. Au total, 700 jeunes représentant les 24 régions de Madagascar ont participé à cette concertation nationale des jeunes. Reportage de Radraman Anzatouf. Les jeunes ayant pris part à cette concertation nationale proposent 2 modèles d'organisation de l'État pour la gouvernance du pays, un État unitaire et un État fédéral. Les participants ont également demandé que le Fukuntan soit inscrit dans la future constitution comme une entité de base des collectivités territoriales décentralisées. Les conclusions de la jeunesse préconisent par ailleurs la dissolution de plusieurs institutions actuellement en place, notamment l'Assemblée nationale et la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Outre la dissolution de l'Assemblée nationale, les jeunes revendiquent la création d'un Parlement de la jeunesse. Tels sont les principaux points abordés dans le volet politique des conclusions adoptées à l'issue des 3 jours de concertation nationale organisés au CCI Ivato. Au-delà des questions politiques, les discussions ont également porté sur l'entrepreneuriat, la culture, l'éducation, ainsi que plusieurs autres secteurs jugés prioritaires pour l'avenir de la jeunesse malagasy. Le coup de Talat, tel est le sujet du reportage spécial que nous vous proposons aujourd'hui avec Senra Nirlant et Yves Janel.
Cette pâtisserie traditionnelle malagasy, enveloppée dans des feuilles de bananier, contribue à faire connaître Madagascar dans le monde entier. Certains fabricants de kuba de talata utilisent des feuilles de gingembre et de dingading afin de lui donner un arôme particulier. Aujourd'hui, cette activité fait directement vivre 200 ménages dans la commune rurale de Talatavulnunj, district d'Avarajan. Elle procure également des emplois indirects aux producteurs de riz blanc et aux cultivateurs d'arachides qui fournissent les principales matières premières nécessaires à sa fabrication. Elle constitue aussi une source de revenus pour les personnes qui broient les arachides. La production augmente à l'approche des périodes de fête. Le kuba de talata se distingue par sa taille. Une fois cuit, il pèse entre 10 et 18 kilos. Ses arômes ont évolué au fil du temps, mais son goût traditionnel a été préservé avec une attention particulière portée aux personnes qui ne consomment pas de sucre. L'ajout de saveurs telles que la noix de coco ou le miel ne modifie pas sensiblement son mode de conservation. Rappelons que la saucisse aux pommes de terre s'est également développée parallèlement à cette activité à Talatavulnunj. Sa production a débuté à Mamorerive en 1878. Aujourd'hui, le commerce local de ces saucisses fait vivre 107 ménages. Et à peine 2% des 20 917 habitants de la commune rurale de Talatavulnunj exercent une activité de production et de vente de kubas et de saucisses. Ces opérateurs génèrent environ 1 million d'arias de recettes par mois pour la commune. Selon les responsables communaux, ces contributions sont utilisées pour financer les actions de propreté, d'assainissement et d'hygiène de la commune en contrepartie des services rendus à ces entrepreneurs. Et les travaux de réhabilitation du pont du 3e radier d'Ambadoué ont été officiellement lancés le mercredi 29 juillet et s'étaleront sur 3 mois. Pour rappel, le 21 avril 2025, la première présentation publique de la maquette 3D de cette infrastructure de type radier alvéolé avait déjà été organisée. À l'occasion du lancement des travaux, une cérémonie traditionnelle sakalave de bénédiction du site a été organisée afin de solliciter le bon déroulement et la réussite du chantier, dans l'espoir que cette infrastructure apporte des retombées positives et contribue au développement de la population locale. Dans l'actualité sportive, en football, les Barrières de Madagascar évolueront dans le groupe L selon les informations publiées par la Confédération africaine de football ou CAF. Dans ce groupe, Madagascar, le Nigeria, la Tanzanie et la Guinée-Bissau se disputeront les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Toutefois, une seule place qualificative est en jeu entre Madagascar, le Nigeria et la Guinée-Bissau, la Tanzanie étant déjà qualifiée d'office en tant que pays co-organisateur de la CAN 2027. La CAF devrait prochainement publier le calendrier officiel des rencontres. Comme lors de la précédente édition, 24 équipes prendront part à la phase finale de la CAN 2027, selon les précisions apportées par l'instance africaine de football. Et puisqu'on parle de football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé aujourd'hui l'abandon du projet de création d'une société commerciale ouverte aux investisseurs privés. Ces derniers jours, la sphère footballistique s'était largement opposée à cette démarche. France 24. Offensive ratée de Gianni Infantino. Le président de la FIFA abandonne officiellement son très décrié projet de vente des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu que ce projet a engendré des divisions qui ne servent plus l'objectif initial. Notre but a toujours été et restera toujours d'unir et d'améliorer. Cette proposition ne sera donc pas mise en œuvre. Cette volte-face avait d'abord été révélée par le tabloïd américain The New York Post. Vendredi, avant cette fuite dans la presse, Gianni Infantino a vu ses soutiens se dérober les uns après les autres. Carlos Cordeiro, principal conseiller du numéro 1 de la FIFA, annonce sa démission immédiate. Quelques heures plus tard, le Français Kevin Lamour, directeur général et numéro 3 de l'instance mondiale du football, tacle à son tour ce qu'il qualifie de projet d'une seule personne. Le Premier ministre britannique Andy Burnham a lui estimé qu'Infantino n'était pas la bonne personne pour diriger la FIFA et même Donald Trump n'a pas volé à son secours. La FIFA ou Monsieur Infantino vous ont-ils parlé de leur projet ? Non, je ne leur ai jamais parlé. La fronde a d'abord été menée par la très puissante Fédération européenne de football. L'UEFA craignait de voir les intérêts des futurs actionnaires primer sur le jeu et menaçait même de boycotter les futurs tournois, y compris la prochaine Coupe du Monde.
L'avenir du football ne peut être dicté par les attentes de ceux dont la priorité est de maximiser les bénéfices financiers. La position de l'Europe est claire. Nous ne légitimerons jamais ce modèle. Personne n'a l'autorité morale de vendre ce dont il n'est que le dépositaire pour la prochaine génération. Gianni Infantino reste malgré tout le seul candidat à sa propre succession après 10 ans à la tête de la FIFA. La prochaine élection aura lieu en mars 2027. La France et l'Italie ont annoncé aujourd'hui durcir leur contrôle frontalier avec l'Espagne après l'arrivée de 60 000 migrants en provenance du Maroc dans l'enclave du Ceuta. Plus de 60 d'entre eux ont péri durant la traversée. Des membres de l'Union européenne veulent suspendre le territoire ibérique de l'espace Schengen alors que près de 40 000 personnes sont reparties. France 24. Une file ininterrompue de personnes passe la frontière direction le Maroc. Après quelques heures à Ceuta, l'heure du retour est déjà venue pour ces migrants, à l'image d'Abdullah, 21 ans, contraint d'abandonner son rêve d'un avenir meilleur en Espagne. J'ai passé 14 ans à étudier, mais il n'y a rien au Maroc. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais je n'ai trouvé aucune opportunité, donc je devrais rentrer chez moi. En quelques jours à peine, des dizaines de milliers de migrants ont franchi les barbelés matérialisant la frontière ou les ont contournés à la nage. La plupart sont de jeunes hommes et des adolescents tentant de rejoindre l'Europe en passant par cette enclave espagnole au nord du Maroc. Un afflux qui a pris de court les habitants. Presque tous les magasins de la ville ont fermé leurs portes. Nous les riverains ne pouvons pas vivre notre vie quotidienne. On ne peut absolument rien faire. Et on est perdu, car personne ne nous aide. Face à cette situation, Madrid a décidé de déployer les forces armées et des renforts ont été envoyés vendredi. Le Maroc et l'Espagne ont indiqué coopérer pour renforcer la frontière. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu en urgence sur place et a attribué la crise à une rumeur propagée par des groupes criminels. Ce qui s'est passé est une attaque, une violation de l'intégrité territoriale de l'Espagne. Ceuta est une ville espagnole et ces événements méritent toute notre réprobation, toute notre condamnation, exprimée avec la plus grande fermeté possible. Des dizaines de personnes sont mortes en essayant de passer la frontière selon le gouvernement espagnol. Cette arrivée massive dépasse largement celle intervenue en mai 2021 lorsque 12 000 personnes avaient afflué à Ceuta. Et pour terminer, la Russie a pilonné Kiev à coups de missiles balistiques dans la nuit de vendredi à samedi 1er août, tuant au moins 9 personnes, en blessant 28 autres, dont 4 enfants, ont déclaré les autorités ukrainiennes. France 24. Deuxième nuit meurtrière consécutive à Kiev. Les bombardements retentissent et la fumée des explosions recouvre la capitale ukrainienne. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées à la suite de cette attaque barbare menée par la Russie à l'aide de 3 dizaines de missiles balistiques. Ne parvenant pas à atteindre ses objectifs sur le champ de bataille, la Russie intensifie sa terreur aérienne contre les civils. Réveillés par les sirènes, ces habitants courent se mettre à l'abri. Leurs appartements ont été soufflés par l'explosion. Avant, il y avait une attaque toutes les 2 semaines, voire une fois par semaine. Maintenant, c'est pratiquement tous les jours. C'est incroyablement difficile à supporter psychologiquement. J'ai déjà pris 2 calmants d'un coup, mais ça ne suffit pas. Je n'arrête pas de trembler. Moscou revendique des frappes massives sur des cibles militaires et des centres logistiques. Dans les quartiers résidentiels également touchés, pour certains, cette dernière attaque sera celle de l'exil. Qu'allez-vous faire maintenant ? Partir. Partir parce qu'on ne peut pas rester ici avec un truc pareil. Quelle garantie on a que ça ne va pas recommencer ? L'un des meilleurs systèmes capables d'abattre les missiles russes, ce sont les intercepteurs patriotes. Mais malgré les demandes répétées de Volodymyr Zelensky, le président américain n'a toujours pas donné son accord pour qu'ils puissent être fabriqués en Ukraine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Visa. Au revoir.